Merci beaucoup Yann Brossard. Merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Paris, membre du groupe communiste, porte-parole du Parti communiste français. On va évidemment revenir sur cet accord qui a donc été trouvé hier à gauche, un peu après 20h. Vous avez mis une partie de vos convictions de côté ? Non, nous avons mis tout notre esprit de responsabilité dans cet accord. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé à l'occasion des élections européennes, la dissolution, le risque d'une victoire de l'extrême droite dans 3 semaines. Quand on est confronté à un défi comme celui-là, quand on risque d'avoir une bande de racistes qui s'empare de Matignon, on prend ses responsabilités. C'est ce que nous avons fait et cet accord, je le vis avec soulagement, joie et esprit de conquête. Ma conviction, c'est que dans 3 semaines, nous pouvons avoir un gouvernement de gauche qui change la vie quotidienne des Français. Notre objectif, il est simple, mettre en échec l'extrême droite et gagner ces élections législatives. Pour Gabriel Attal, le Parti socialiste a fait un accord de la honte en s'alliant avec les Insoumis. Vous aussi, du coup ? Vous savez, tous ces éléments de langage sont grotesques. D'abord, de la part de M. Attal, qui porte une responsabilité immense dans la hausse de l'extrême droite. Quand même, M. Attal, le jour où il dit ça, annonce, par exemple, qu'il va mettre en œuvre la réforme de l'indemnisation du chômage qui va plonger dans la pauvreté des centaines de milliers de Français. Donc si nous en sommes là aujourd'hui, si nous avons une extrême droite aux portes du pouvoir, c'est à cause de ceux qui nous gouvernent. Et pour le reste, très sincèrement, je veux bien qu'on nous explique que c'est une alliance d'extrême gauche, que c'est une alliance dangereuse. Quand on est soutenu par François Hollande, on n'est pas crédible à expliquer que c'est une alliance d'extrême gauche. C'est une alliance qui rassemble l'ensemble de la gauche, une alliance d'hommes et de femmes qui veulent tout simplement changer la vie quotidienne, augmenter les salaires, augmenter le SMIC, remettre en place du service public à l'école, à l'hôpital. C'est du bon sens et c'est le programme que nous défendons et que nous allons d'ailleurs présenter dans les heures qui viennent. Ça vous a surpris d'ailleurs ce soutien de François Hollande ? Qui n'était pas le dernier à fustiger la NUP. En tout cas, j'en suis heureux et je pense que nous ne serons jamais de trop pour stopper l'extrême droite. Je le redis, l'enjeu, il est simple. C'est soit l'extrême droite, soit nous. Et donc, à l'occasion de ces élections législatives, si on ne veut pas que l'extrême droite s'empare du pouvoir, le seul bulletin qui permet d'y faire rempart, c'est le bulletin du Nouveau Front Populaire. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à construire ce rassemblement. Et donc, très heureux que François Hollande apporte son soutien, ce qui ne veut pas dire que je défende exactement la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire, que François Hollande. Non, et nique les Insoumis. Fabien Roussel, il a pris très tôt, lui, ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Il a acté très tôt qu'il y avait des divergences entre vous. Raphaël Glucksmann, qui est arrivé en tête aux Européennes, il a dit jamais d'alliance avec Mélenchon. Est-ce que vous comprenez que, du coup, ça puisse étonner que vous fassiez alliance 4 jours après les résultats du premier tour ? Mais que cela puisse étonner en bien, parce que cela traduit un esprit de responsabilité, je le conçois tout à fait. Moi, je suis très heureux que face une menace comme celle de l'extrême droite, face au risque d'avoir demain M. Bardella, Mme Maréchal Le Pen, M. Ciotti gouverner la France, et très sincèrement, quand on voit le spectacle pathétique qu'il donne depuis 4 jours, je suis très heureux que nous fassions exactement l'inverse, c'est-à-dire faire preuve d'esprit de responsabilité et se donner les moyens de gagner. Et une fois de plus, les questions qui se posent, ce sont des questions de vie quotidienne. Beaucoup de Français, des millions de Français, se demandent s'ils pourront boucler leur fin de mois, se demandent si les factures d'électricité et de gaz vont continuer à flamber. Nous faisons des propositions très concrètes. Alors lesquelles ? Quelle réponse vous allez apporter à ces Français ? Par exemple, on a vu d'ailleurs un extrait de Fabien Roussel tout à l'heure. L'indexation des salaires sur l'inflation. Le drame de ce pays, c'est la masse de travailleurs pauvres, c'est la masse d'hommes et de femmes qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que les prix explosent. Eh bien, nous faisons une proposition, c'est d'ailleurs ce qui se fait en Belgique, par exemple, l'indexation des salaires sur l'inflation. Quand l'inflation augmente, quand les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Ça permettra d'éviter qu'on ait un revenu du travail qui soit aujourd'hui dévoré par l'inflation. Ça, c'est très concret et ce sera bon pour le pouvoir d'achat. Ça vaut pour les salaires et comme Fabien Roussel l'a dit tout à l'heure, ça vaut aussi pour les pensions de retraite parce que beaucoup de nos anciens aujourd'hui ont du mal à vivre avec leurs pensions. Alors, le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous met d'accord. C'est la préoccupation majeure des Français. Donc, évidemment, vous allez leur apporter une réponse. Et ça tombe bien, c'est plutôt un point d'accord entre vous. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que, du coup, il y a des points qui seront mis de côté dans le programme où il n'y aura rien ? Par exemple, la question du nucléaire. Est-ce qu'il y aura une ligne sur le nucléaire dans le programme ? D'abord, bien sûr qu'il y a des nuances entre nous. Et ce serait mentir que de faire croire que nous sommes d'accord au millimètre
sur l'ensemble des sujets. Sur le nucléaire, par exemple, ça n'est un secret pour personne. Au Parti communiste, nous sommes favorables au nucléaire parce que nous considérons qu'on a besoin de cette énergie décarbonée, à la fois pour réindustrialiser le pays et pour lutter contre le réchauffement climatique. Les écologistes ont toujours dit qu'ils étaient favorables à la sortie du nucléaire. Mais enfin, personne, je crois, ne prétend qu'on va sortir du nucléaire du jour au lendemain. Et tout le monde comprend bien que dans les années qui viennent, on va devoir s'appuyer sur cette énergie-là. Donc bien sûr, ça fait partie des sujets qui demeurent, qui font l'objet en tout cas d'appréciations différentes. Ça ne nous empêche pas de nous rassembler. Et une fois de plus, si notre accord, alors que l'extrême droite est aux portes de Matignon, avait achoppé sur une question comme celle-là, nous aurions été en dessous de tout. Et sur la réforme des retraites, c'est un autre sujet. Alors vous êtes d'accord pour abroger la réforme actuelle, mais vous n'êtes pas d'accord sur quelle réforme derrière. Qu'est-ce qu'il y aura écrit dans le programme? Retour à 60 ans? Il y aura écrit absolument à la fois l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Parce que ça, ce sera écrit. Absolument. Parce que le Parti socialiste, ils ne sont pas pour le retour à 60 ans. Nous sommes favorables à la retraite à 60 ans, ce sera écrit, parce que si nous avons été capables de mettre en place la retraite à 60 ans en 1981, nous devrons être capables de le faire aujourd'hui, alors même que nous produisons beaucoup plus de richesses qu'à l'époque. Mais j'insiste quand même sur un point, c'est que nous avons effectivement un certain nombre de propositions, plus d'une centaine qui seront présentées tout à l'heure. Ce que je constate en face, ce sont des contradictions majeures. Monsieur Ciotti, par exemple, qui rejoint Mme Le Pen, il est favorable à la retraite à 65 ans. Et donc on se retrouve avec Mme Le Pen, qui était sur les plateaux télé à expliquer qu'elle est pour la retraite à 60 ans, qui est en train de signer un accord avec M. Ciotti, qui est pour la retraite à 65 ans. La même Mme Le Pen disait qu'elle voulait baisser la TVA sur les produits de première nécessité, la supprimer d'ailleurs. Elle fait alliance avec M. Ciotti, qui propose d'augmenter la TVA pour financer la protection sociale. Donc si on veut regarder les contradictions de tout le monde, qu'on les regarde, et je pense qu'on s'apercevra que nous sommes beaucoup plus cohérents que ceux que nous avons en face de nous. Autre sujet, est-ce qu'il s'est écrit noir sur blanc dans l'accord la question de la lutte contre l'antisémitisme et le fait que le Hamas est une organisation terroriste? Bien sûr, nous serons intraitables sur cette question, à la fois la lutte contre l'antisémitisme, le fait que le Hamas est une organisation terroriste, le fait aussi qu'on a besoin de trouver une issue de paix au Proche-Orient avec la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Tout cela figure noir sur blanc dans notre accord. Et je veux le redire, sur la lutte contre l'antisémitisme, il faut être absolument intraitable. Il y a des faits d'antisémitisme qui augmentent dans notre pays, qui sont particulièrement préoccupants, et ça doit être un combat absolu de la gauche, parce que c'est dans notre ADN depuis toujours. Ce sont d'ailleurs les communistes qui ont fait adopter la loi Guesso dans les années 90, qui permet de condamner les propos et les actes antisémites et racistes d'ailleurs. Cet accord pourrait entraîner dans de nombreuses circonscriptions au second tour des duels entre vos candidats de gauche et les candidats du Rassemblement national. Est-ce que vous redoutez que l'étiquette LFI soit un vote repoussoir? En tout cas, ce que je vois, c'est que nous rassemblons aujourd'hui très largement, je vous le disais, y compris l'ancien président François Hollande. Et ce rassemblement-là, je crois qu'il est à même de rassurer. Il n'y a pas d'ailleurs que des partis politiques qui soutiennent le nouveau Front populaire. Il y a des syndicats, il y a de très nombreuses associations, un peu plus d'une centaine d'associations dans tout le pays. Et donc, je veux le dire très clairement, soit c'est eux, l'extrême droite, violente, raciste, homophobe, on l'a encore vu il y a quelques jours, soit c'est nous. Et donc le seul rempart, alors même que la Macronie est aujourd'hui disqualifiée à l'extrême droite, c'est le bulletin de vote du nouveau Front populaire. Et donc chacun sera placé face à ses responsabilités. Et j'ai confiance dans le fait que le peuple français n'ait pas envie de donner les clés du pays à cette extrême droite violente. Et après, qui à Matignon? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est envisageable pour vous? D'abord, aux dernières nouvelles, si j'ai bien en tête la Constitution, c'est le président de la République qui désigne le Premier ministre. Je me souviens d'ailleurs que pendant la dernière campagne des élections législatives, Emmanuel Macron avait dit que si jamais la NUP gagnait, il ne donnerait pas les clés de Matignon à Jean-Luc Mélenchon. Bon, pour le reste, ça vous arrangerait? Pour le reste, ma conviction à moi, c'est que nous avons besoin d'une équipe. Parce qu'un gouvernement, c'est un Premier ministre, ou une Première ministre d'ailleurs, mais ce sont surtout des ministres, donc une équipe. Quand je vois aujourd'hui... Enfin, il faut un chef d'équipe. C'est vrai, mais quand je vois ceux qui ont signé cet accord, bien sûr Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin, je me dis que nous avons largement de quoi constituer
un bon gouvernement pour notre pays et en son sein, bien sûr, un Premier ministre. Je crois Mais est-ce que vous avez acté la règle que le Premier ministre est issu de l'un des 4 groupes de celui qui arrive en tête? Par exemple, si les LFI ont le plus grand nombre de députés, ce sera eux. Si le PS a le plus grand nombre de députés, ce sera un Premier ministre PS. C'est ça l'accord? Tout cela sera précisé dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que nous avons besoin d'une campagne collective. Je crois que nous avons souffert lors des dernières élections législatives d'une incarnation trop individuelle. Nous avons besoin de cette campagne collective. On aura besoin d'avoir un Premier ministre rassembleur, populaire, pas clivant. En tout cas, ma conviction, c'est que nous avons largement de quoi constituer un bon gouvernement pour le pays. Allez, on va parler de ce qui se passe au Sénat. Il y a encore un petit peu d'actualité au Sénat, puisque face à la dégradation des finances publiques, le Sénat a remis hier un rapport dans lequel il dénonce l'imprudence du gouvernement. Il fait plusieurs recommandations. On va voir tout ça avec notre journaliste Audrey Vétas qui nous rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour Monsieur Brossard. Bonjour. Et Audrey, la commission des finances du Sénat rendait donc hier sur son rapport après une mission flash sur la dégradation des finances publiques. Le constat est sévère. C'est même un carton rouge. Le rapport dénonce une opacité dans la communication budgétaire et un optimisme déraisonné du gouvernement. Quelques mots de contexte. En mars dernier, on découvre que le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB au lieu des 4,9% prévus. Ça fait quand même 15 milliards d'euros de différence. Une information que les sénateurs disent avoir appris par voie de presse. Pour la communication, on repassera, mais c'est pas tout. Nous avons constaté que les recettes fiscales en 2023 ont finalement toutes été inférieures à des prévisions gouvernementales mal justifiées, souvent imprudentes. Il n'était pas non plus prudent d'ailleurs de s'accrocher toute l'année à un objectif de déficit de 4,9% devenu inaccessible. Un déficit qui conduit l'agence de notation Standard & Poor's à dégrader la note de la France de AA à AA-. Le problème, c'est que les déclarations restent. Oriane, Claude Raynal, le président de la commission, en a profité pour ressortir les propos de Bruno Le Maire. C'était en 2013 quand la situation est arrivée sous François Hollande. Je vous laisse savourer quelques instants, comme moi, j'espère avec moi, les propos de l'actuel ministre de l'économie et des finances lorsque la notation de la France avait connu une dégradation de sa notation par la même agence en 2013. Il disait « Cette dégradation est un carton rouge à la politique économique et budgétaire de François Hollande ». On peut estimer que les mêmes mots peuvent s'utiliser aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, il a fait le petit tacle qui va bien. Les sénateurs ajoutent que le gouvernement était prévenu des risques de déficit, mais qu'il a préféré passer outre, avec en filigrane un tacle à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dans les notes, un certain nombre d'alertes sont données et le gouvernement ne les entend pas. Il reste sourd, peut-être il ne veut pas les entendre. Et donc, si vous voulez, si on était dans une période de forte croissance, avec une France très en avant, en pleine réussite, on est quand même à l'échelle européenne un des derniers de la classe. Donc c'est une vraie difficulté. Quand vous exercez longtemps et durablement la même fonction, vous vous sentez à l'abri de nombreux aléas. Et puis, comme j'ai le sentiment que c'est aussi un peu un trait de caractère du président de la République, qui est arrivé en roi des chiffres, banquier d'affaires, réussite, enfin, etc. Tout ça, c'est un peu fracassé sur le mur et les rochers de la réalité. C'est donc douloureux et c'est contre-productif. Vous l'aurez compris, les sénateurs n'ont pas ménagé leur coup, mais ils ont aussi fait des préconisations. Dans le rapport, ils proposent de mieux informer le Parlement en transmettant aux présidents et rapporteurs des commissions des finances de manière sécurisée des notes techniques. Ce serait la première fois sous la Ve République et ça a été proposé par Bruno Le Maire lui-même lorsqu'il était auditionné comme l'une des solutions. Les sénateurs proposent aussi de présenter un projet de loi de finances rectificative en cas de modification importante des prévisions. Monsieur Brossard, Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse cette semaine, a promis le sérieux budgétaire en cas de victoire du bloc central. Ce rapport, il tombe mal ? Ce rapport montre la réalité. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail de mes collègues Raynal et Husson, parce que c'est au fond une opération vérité.
qui prouve que nous sommes confrontés à un gouvernement qui est un gouvernement du mensonge et de la dissimulation, puisque la réalité n'avait pas été dite sur l'état des finances publiques. Et quand même, on a des gens qui se sont présentés comme de grands experts des finances publiques, les macronistes, Macron en chef, et on se retrouve avec des peintres. C'est ça la réalité. Et donc, il est bon que cette réalité soit dite et qu'elle soit révélée. Donc, c'est un rapport utile. Il va surtout falloir, je pense, tourner la page et avoir des gens sérieux. C'est notre cas avec le nouveau Front populaire. Bien sûr, des mesures, je le disais tout à l'heure, de pouvoir d'achat, mais des financements en face. Est-ce qu'il est normal, par exemple, qu'on continue à verser chaque année 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans aucune espèce de condition? Et vous avez comme cela de très grandes entreprises qui bénéficient d'aides publiques et qui, dans le même temps, licencient, versent des dividendes à leurs actionnaires, pratiquent l'optimisation fiscale. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette gabegie. Justement, peut-être que vous l'avez décidé dans ce programme du nouveau Front populaire. On parle beaucoup de la règle des 3%, du fait d'y revenir d'ici 2027. Il y en a qui disent que c'est intenable. Quelle est votre position là-dessus? D'abord, je pense que cette règle des 3% qui est voulue par les traités européens a quelque chose d'assez absurde. Parce qu'après tout, ce chiffre de 3%, personne n'est capable de dire pourquoi il a été choisi et inscrit noir sur blanc à l'époque dans le traité de Maastricht. Cela dit, évidemment qu'on a besoin de recettes supplémentaires si on a des dépenses indispensables, notamment pour défendre nos services publics, l'école et l'hôpital en particulier. Ces recettes, on les connaît. Il y a nécessité, par exemple, à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Quand vous voyez que les 500 plus grosses fortunes françaises ont vu leur patrimoine passer de 500 milliards d'euros à 1000 milliards d'euros depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, ça pose quand même des questions redoutables. On a besoin de partager les richesses et on est largement capable de le faire. Ça, c'est dans le programme des 100 premiers jours? C'est absolument dans le programme des 100 premiers jours qui sera présenté tout à l'heure. Rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et, par exemple, conditionnalité des aides publiques aux entreprises. On a besoin d'aider les PME, on n'est pas obligé d'aider des entreprises qui font des bénéfices records et qui gavent leurs actionnaires. Merci Audrey. À tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Où on va parler notamment des élus, des maires et des églises, mais pas que. Mais aussi on va aussi parler des LR. Républicains. On va parler de beaucoup de choses dans ce club. À tout à l'heure Audrey. Et on va continuer évidemment à parler de plusieurs sujets. On va avoir l'actualité dans nos régions. On va à Sens, on retrouve Mathieu Villeroy de Gallo. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable des agences à Lyon républicaine. Mathieu, avec la dissolution, les textes qui étaient en cours ont sauté. Certains sont caducs. C'est notamment le cas du projet de loi sur la fin de vie. Vous vouliez revenir sur cette question? Oui, bonjour Ariane, bonjour Yann Brossard. Bonjour. Petite question, monsieur le sénateur, extrêmement simple. C'est vrai, comme vous le disiez à l'instant, Oriane, l'étude du projet de loi a été stoppée net par la dissolution. Est-ce que vous pensez que ce projet puisse à nouveau être étudié, Yann Brossard, ou la future composition de l'Assemblée nationale rendrait impossible les débats? En tout cas, pour ce qui me concerne, je le souhaite ardemment. C'est un projet de loi qui rassemble très largement, à laquelle la gauche, en tout cas dans sa grande majorité, est favorable. D'autres, issus d'autres bancs également. Moi, il me semble qu'il est grand temps d'avancer dans le sens du droit à mourir dans la dignité. Et donc c'est un projet de loi que, pour ce qui me concerne, je soutiendrai. Et je pense que demain, si le nouveau Front populaire est aux responsabilités dans notre pays, cette loi sera assurément adoptée. Oui, bien sûr, ce serait une avancée, et une avancée qui est attendue par beaucoup, je crois. Et si ce n'est pas le cas, vous craignez qu'il soit enterré, ce texte, si ce n'est pas vous qui gagnez les législatives? Eh bien, c'est notamment une des raisons qui font qu'il faut nous permettre de gagner, parce que c'est une avancée qui est attendue par beaucoup de familles. Et on est aujourd'hui dans une situation assez incompréhensible, avec des familles qui se retrouvent bien souvent démunies face à des situations dramatiques. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, quoi qu'il arrive, nous défendrons ce projet de loi. Mathieu, vous avez une autre question sur un autre sujet évidemment d'inquiétude pour les Français, sujet que vous suivez particulièrement, vous Yann Brossard, c'est la question du logement. Oui, tout à fait, Ariane. Le président de la République a reconnu lors de sa conférence de presse que la politique du logement était sans doute un angle mort par rapport à l'action du gouvernement. Vous-même, Yann Brossard, effectivement, vous avez beaucoup lutté pour l'application de l'encadrement des loyers sur l'Île-de-France et plus spécifiquement sur Paris. Alors, en zone rurale, c'est moins une problématique, la notion d'encadrement des loyers. Pour autant, la question du logement est assez prioritaire pour un certain nombre d'habitants de Lyon.
quelles sont les priorités que vous souhaitez voir mettre en place et notamment, vous avez annoncé effectivement le programme des 100 premiers jours. Est-ce qu'il y a une thématique logement au sein de cet accord ? D'abord, je vous remercie de me poser cette question parce que je trouve qu'on parle trop peu de logement dans notre pays, alors même que c'est un sujet de préoccupation majeure. Alors, évidemment, avec des formes différentes selon le territoire dans lequel on habite. Je trouve ahurissant que le président de la République, qui est quand même là depuis 7 ans maintenant, nous dise que la politique du logement est un angle mort. C'est quand même incroyable que ce sujet ait pu être à ce point ignoré et méprisé par le président de la République. Mais il a fait son mea culpa dans sa conférence de presse. Ça sert à rien. Excusez-moi de vous le dire. Un mea culpa d'un président de la République qui est là depuis 7 ans, qui a saccagé le secteur du logement. Saccagé, tout le monde le dit, le secteur privé comme le secteur public. Je trouve que ça ne sert strictement à rien. Ce dont on a besoin, en revanche, c'est d'avoir un gouvernement qui s'intéresse à la politique du logement, parce qu'on ne vit bien que si on a un toit sur la tête et si on ne se ruine pas pour son loyer ou pour rembourser ses dettes quand on a pu acheter un logement ou une maison. Nous avons dans notre programme des mesures très concrètes, notamment qui visent à mettre en place une aide aux maires bâtisseurs. Parce que, bien sûr, on a des maires qui veulent construire. Simplement, construire derrière, ça suppose d'avoir des équipements publics, des écoles, des gymnases pour pouvoir accueillir les enfants correctement. Eh bien, nous allons renouer avec une politique du logement, ce qui suppose de remettre les maires au cœur du dispositif et de permettre à ces maires de financer les équipements publics qui accompagnent les logements qu'on construit. Mathieu, peut-être vous avez une autre question sur le logement ou pas ? Oui, je pensais au permis de louer, notamment, qui a été expérimenté par de plus en plus de communes, qui permet de réguler finalement le parc locatif. Est-ce que vous êtes favorable justement à ce qu'il y ait une loi spécifique sur le permis de louer pour généraliser cette pratique qui rencontre plutôt un certain nombre de bénéfices ? Complètement. Le permis de louer est une très bonne mesure qui avait d'ailleurs été mise en place grâce à la loi Allure à l'époque, quand Cécile Duflot était ministre du Logement. Simplement, aujourd'hui, ça se fait au volontariat des villes. Si on le généralise et qu'on le rend obligatoire, il faut aider les collectivités parce que derrière, ça suppose des contrôles, ça suppose du personnel communal et donc il ne faut pas laisser les maires seuls face à des finances qui parfois sont difficiles à boucler. Donc oui, mais accompagner les collectivités pour qu'elles puissent le faire. Alors, le Sénat aurait dû examiner une loi logement la semaine prochaine, s'il n'y avait pas eu dissolution. Là, les textes sont suspendus, y compris ici au Sénat. Et dans cette loi logement, il y avait notamment plus de pouvoir aux maires dans l'attribution des logements sociaux. C'est une bonne chose, ça ? Enfin, qu'on permette aux maires, bien sûr, d'avoir davantage de droits de regard sur les attributions, très bien. Simplement, le cœur du problème, c'est qu'on n'a pas assez de logements sociaux et qu'on est dans un bas historique en matière de production de logements sociaux. D'ailleurs, dans cette même loi, il y avait le démantèlement de la loi SRU qui permet de construire 20 à 25% de logements sociaux dans chaque commune. Donc, il y avait le fait d'intégrer des logements intermédiaires dans le quota, oui, mais sans démanteler le quota. Il y avait toujours 25%. Ils n'ont rien à voir avec le logement social, puisque le logement intermédiaire est beaucoup plus cher. Donc si demain la gauche arrive aux responsabilités, elle ne démantèlera pas la loi SRU, elle renforcera la loi SRU parce qu'on a plus que jamais besoin de logements sociaux pour loger les classes moyennes et les familles modestes. Il y avait aussi le fait de rendre plus effective une loi qui existe déjà sur les gens qui occupent des logements sociaux alors qu'ils ont des revenus supérieurs et trop importants, entre guillemets, évidemment, pour occuper ces logements sociaux. Est-ce que là aussi, il faut faire en sorte, justement, que les gens qui ont des revenus un peu élevés pour occuper des logements sociaux les quittent, mettre un peu fin au logement social à vie? C'est un peu ce qu'on a dit de manière simplifiée. Si vous avez des gens qui abusent manifestement, qui ont des revenus absolument faramineux, ils n'ont pas vocation à rester dans le logement social. Si en revanche vous avez une infirmière qui fait 3 heures sup et qui se retrouve à payer un surloyer monstrueux, je trouve ça profondément injuste et complètement contre-productif parce qu'on a besoin de garder de la mixité sociale dans nos logements sociaux. Je n'aurais absolument pas voté ce point parce qu'il pénalisait des classes moyennes qui parfois gagnent un peu plus qu'avant et n'ont pas vocation à être sanctionnées. Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Lyon Républicaine, c'est l'euro. Ben oui, parce que l'euro commence aujourd'hui, on a tendance à un peu l'oublier. L'heure de la revanche, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. Merci Mathieu Villeroy-de-Galhau d'avoir été avec nous. Un mot, puisque Anne Hidalgo devait se baigner dans la Seine le 23 juin. Finalement, elle se baignera pas. Est-ce que du coup, ça accrédite pas un peu le fait qu'il va y avoir un problème pour les épreuves dans la Seine pendant les Jeux Olympiques ?
Non, pas du tout. On est en pleine campagne des élections législatives et je pense que tout ça aurait été, avait peu de sens. En revanche, cela se fera en temps et en heure, une fois qu'on aura un nouveau gouvernement de gauche et on fêtera la victoire en se baignant dans la Seine. Tiens, le 7 juillet au soir, vous allez dans la Seine ? Eh bien, pourquoi pas. Paris tenu. D'abord, vous gagnez, vous plongez dans la Seine le 7 juillet. C'est ça. On regardera ça, Yann Brossa, attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes dans le club, on va reparler évidemment de cet accord qui a été trouvé hier soir à gauche et puis de la droite qui, elle, à contrario, se déchire. On reviendra sur tout ça et on accueille d'abord notre prochain invité. C'est le ministre Stanislas Guerini qui nous rejoint.